Audio Jungle. Elles sont 12. Désormais, nous parlons des écuries à composter leurs billets pour les huitièmes de finale de C1 avant la dernière bataille des poules la semaine prochaine. En C3, il y a encore de place pour les tickets du tour suivant. Le point, nous le faisons sur les résultats de la compétition. Il s'agit de la première partie, la seconde, la deuxième ouvre le chapitre sur les majeurs. Nous vous donnons le calendrier des rencontres, puis nous nous intéressons au cas Xavi et au Barcelone. Avec une élimination de suite, une deuxième élimination de suite en phase de groupe de Ligue des Champions, malgré le recrutement XXL, des pertes d'argent dans la caisse du club, doit-on se séparer de l'ancien joueur devenu entraîneur des Blaugrana? Le spécialiste se mouille sur la question. Théo Ajavon et Laurent Madovon sont en notre compagnie. Plateau Foot Europe numéro 760 en direct sur Sport FM. L'aventure peut démarrer. Les grandes équipes, oui, elles sont au rendez-vous. Il y a encore eu d'autres qualifiés cette semaine, notamment l'Inter Milan, le Paris Saint-Germain, le Benfica Lisbonne, le FC Porto, Dortmund, Liverpool ou encore Chelsea Football Club. Bonjour Franck Dougnama. Angelo Foulico, bonjour. Bonjour Delanov, bonjour chers auditeurs. Vous allez bien? Bonjour chères auditrices, ça va? Ça va? Oui. D'accord. Délan, bonjour, comment vous allez? Je vais très bien. Bonjour Angelo, bonjour le plateau et bonjour à toutes et à tous. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens très bien parce que c'est une grâce n'est-ce pas? De se réveiller dans le monde des vivants. Oui. Donc, je crois que après tout ce qui se passe sur la terre et tout ce qui nous arrive, il faudrait qu'on reste toujours positif dans nos têtes et puis continuer à travailler pour avoir le bon résultat à la fin. Et ne pas oublier que le monde ne tourne pas seulement autour de nous. Justement. Voilà, c'est très important. Alors, nous allons démarrer l'aventure du foot européen. Ça se passe ici, tous les lundis et vendredis, avec la Ligue des Champions, les matchs de mardi, avec la qualification ou les qualifications de Chelsea dans la poule E, et puis de l'équipe de Dortmund, auteur de 0-0 face à Manchester City. Mais d'abord, parlons de Graham Potter, on pourra dire que rien ne nous résiste, tout va bien pour lui. Tout va bien pour lui, on peut le dire, même en championnat, on sait, il n'a pas encore perdu, si je ne me trompe pas. Donc en Ligue européenne des champions, il dirige le groupe E avec 10 points après 5 journées de compétition, ce qui veut dire que pour le moment, cette équipe a, on va dire, tout ce qu'il faut pour aller au tour suivant. C'était l'objectif d'ailleurs, donc il est venu et en quelques semaines, il semble maîtriser un tout petit peu l'effectif parce que c'était pas évident après le départ de Thomas Tuchel. Oui. Donc je pense que pour le moment, il fait bien son boulot. C'est ce qu'on attend de lui. On verra la suite. Thomas Tuchel, déjà oublié? Je crois que pour le moment, on ne peut pas dire tout de suite que Thomas Tuchel est déjà oublié, même si Graham Potter est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Jusque-là, il fait en tout cas du bon boulot. Oui. Chelsea qui a mal démarré la compétition, mais aujourd'hui qui se retrouve premier, déjà qualifié d'ailleurs, pour pouvoir disputer le tour suivant. C'est bien pour Graham Potter qui est arrivé en milieu de saison, c'est quelque chose qui ne s'était même pas préparé avant cette saison-là. Donc même disait comme quoi Chelsea est un grand boubou pour lui. En tout cas, on verra bien. Ce n'est quand même pas sur ces 2-3 mois qu'il sera jugé. Il sera jugé sur la durée. Et je crois que d'ici là, on verra bien si Graham Potter a quand même l'étoffe nécessaire pour pouvoir amener Chelsea là où Thomas Tuchel a déjà amené ce club-là. Gagner, en tout cas, on se rappelle, gagner la Ligue européenne en 2021. On verra bien. Sinon, en tout cas, pour l'heure, tout roule bien pour l'anglais et c'est tout béné pour le club de Chelsea. On dirait si c'est au super ou au diesel. Bon. En tout cas, on attend de voir. Et dans cette poule, en tout cas, il y a une équipe également qui sûrement va chercher à décrocher le second ticket, soit le Milan AC ou Salzbourg. Ah oui, la dernière journée risque d'être assez épique. Oui, dans la poule F, il n'y a pas d'informations si ce n'est la défaite du Real, 2-3, déjà qualifié, les merengues. Leipzig va chercher à décrocher ce ticket, mais attention, les Allemands, pourquoi pas, on attend de voir la dernière journée
journée parce que derrière, il y a également Shakhtar Donetsk qui a 6 points, même si, bon, on considère qu'au niveau du goal différentiel, les Allemands sont devant. La poule G avec l'équipe de Dortmund qui attendait le retour du cyborg Haaland. Curieusement, 0-0. Mahrez qui rate encore un penalty pour une deuxième fois d'affilée. Mahrez qui rate encore un penalty, je crois que ça fait beaucoup pour l'Algérien, mais je crois aussi c'est la particularité de cette équipe de City. Oui. Ils n'ont jamais trouvé quelqu'un qui puisse prendre à bras le corps un penalty pour pouvoir jouer, parce que depuis que... Mais pourtant, il y a des joueurs capables de transformer des penaltys. Il y a quand même des joueurs Mahrez de qualité. Même en transforme. Justement, il y a Kevin De Bruyne. Il y a Kevin De Bruyne également, mais je crois juste que l'Algérien, tout simplement, dans une mauvaise passe. Il n'a pas de baraka. Il n'a pas de baraka actuellement, parce que c'est un geste technique aussi. N'est-ce pas? À réussir. À réussir, et c'était compliqué pour lui la dernière fois. En tout cas, City n'était quand même pas inquiété pour une quelconque élimination. Ils ont fait quand même 0-0 face au FC Copenhague. Ils ont fait 0-0 face à Dortmund. Mais la machine à but, qu'est-ce qu'il y arrive? Ce n'est pas aussi grave, parce que City a déjà... Vous n'êtes pas inquiet? Moi, je ne suis pas inquiet. City a déjà composté son ticket pour le tour suivant, et donc ce n'est pas un résultat coûte que coûte qu'il faut faire pour pouvoir accrocher une place au tour suivant. Mais quand même, on doit regarder de près ce qui se passe. Justement, parce que c'est quand même City de Guardiola. Et Haaland. Voilà, donc c'est... En tout cas, c'était une petite surprise de ne pas voir City marquer, en tout cas, deux matchs successifs en Ligue des Champions. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours. Alors, sans marquer justement Dortmund, quand même, mine de rien, c'est un bon 0-0. Un bon 0-0 face à Man City, c'était pas attendu, parce que là, on sait que dans ce groupe G, les Mancuniens, les Citizens avaient la faveur des pronostics. Ils devaient dominer ce groupe. Ils l'ont fait, mais sur certains matchs où on les attendait, on ne les a pas vus. Vous avez parlé de ce nul face à Copenhague. Exactement. Et puis un deuxième nul face au Borussia Dortmund. Donc c'était quand même surprenant. Maintenant, ça ne les met pas en danger. Mais lorsqu'on regarde un peu ces façons de jouer sur ces genres de matchs, lorsqu'on est en phase de terminer... on va dire, cette phase de poule, on se dit peut-être que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Parce qu'il va falloir se mettre en confiance en attendant le tour suivant. Mais les Sky Blues n'arrivent pas à le faire. Là, bon, on espère que les hommes de Pep Guardiola vont pouvoir retrouver la confiance. Et puis que Mahrez, qui est quand même le spécialiste de la maison, qui se loupe sur les pénaltys, il l'a fait en championnat. Je pense, il le répète en Ligue des Champions. C'est pas bien pour le moral, c'est pas bien pour la confiance. Donc il va falloir retrouver tout ça pour retrouver un Manchester City qui domine ses adversaires. Est-ce qu'on va avoir un penalty gate également bientôt du côté de City entre Mahrez et Foden, ou soit Mahrez et puis sous Pep, j'ai bien peur. Vous avez bien peur pour ce joueur-là qui va oser le faire. Dortmund est en passe d'être deuxième dans cette poule, puisque les Borussennes ont 8 points derrière City, qui en a déjà 11 déjà qualifiés pour les 8e de finale. Nous atterrissons dans la poule H. Le Paris Saint-Germain et le Benfica sont en 8e. Le Paris Saint-Germain qui s'offre un festival, un récital même de 7-2 face au Maccabi Haïfa. Et puis voilà, ils sont tous là, Messi, Neymar, Mbappé. Que dire de cette prestation du Paris Saint-Germain? Oui, bon, c'est une belle victoire. Ils ont dominé la partie. Lorsque vous écoutez, on va dire, les responsables même de Maccabi Haïfa, ils disent, quand vous avez ces genres de joueurs, vous avez cette triplette devant, ça ne fait que danser. Ils jouent comme s'ils étaient en train de danser. La samba, le cha-cha-cha. Tout est mélangé. Donc, je pense que c'est une très belle victoire. 7-2 à l'arrivée. Messi s'est amusé, Neymar s'est amusé, Mbappé s'est amusé. Toute l'équipe du Paris Saint-Germain a joué le jeu. Il y avait ce collectif qui leur a permis quand même de terrasser les Israéliens. Mais ce n'est que Maccabi Haïfa. Ce n'est personne d'autre. Qui ont marqué quand même 2 buts. 2 buts. Moi, je ne veux pas... ce n'est pas rien. Trop... vous attardez là-dessus. Là-dessus, c'était clair. Même le Paris Saint-Germain pouvait gagner 10-0. C'est pas ici qu'on attend le Paris Saint-Germain, c'est devant. Mais je vous rappelle que le Paris Saint-Germain a déjà disputé une finale de Ligue des Champions. Bien sûr. Face à votre Bayern. Oui, perdu face au Bayern. Votre Bayern 1-0. Le Benfica, fait quand même preuve de courage en gagnant 4-3 face à la Juventus. La vieille dame, oulala.
plus rien ne va pour cette vieille dame-là. On le disait. Mais qualification méritée pour le Benfica. Qualification méritée pour le Benfica. Au regard du groupe. Au regard du groupe, je crois. C'est vrai que sur le papier, on l'avait dit que le PSG, naturellement, la Juventus de Turin devait normalement se disputer la première et puis la deuxième place. On a vendu moins cher la peau du Benfica. Justement, mais derrière, c'est ça aussi la magie des grandes compétitions. Exactement. On sait très bien, et Benfica a réussi le coup sur le terrain. 11 points. 11 points derrière le PSG. Également 11 points. 11 points aussi, et je crois tout simplement que le club benfiquiste a mérité sa place de deuxième place. La Juventus de Turin n'y était pas, en tout cas tout au long de ces 5 matchs joués. Je crois que c'est juste une seule victoire. Oui, il n'y a que 3 points. Il n'y a que 3 points, et face à qui? À Maccabi Haïfa, naturellement. Et c'était compliqué pour la vieille dame d'Allegri. Et puis derrière, on a juste vu une équipe qui n'avait pas assez de mordant, même si face à Benfica la dernière fois, il y a eu un semblant de réveil en toute fin de rencontre. Mais ça n'a pas avec suffi, le jeune Billing, mais ça n'a pas véritablement suffi pour accrocher Benfica pour aller chercher, pourquoi pas, lors de la 3e journée, une quelconque qualificative pour le tour suivant. Mais c'était insuffisant pour la vieille dame. La vieille dame qui est obligée de disputer la Ligue Europa. Et ce n'est pas encore terminé parce que la Juventus a de gros soucis administratifs. Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, on nous fait sortir de gros dossiers concernant des transferts fictifs, des toilettages, des montages fictifs de comptes. Côté Juventus, on se rappelle du Calciopoli quand la Juventus a été reléguée en Série B avec une ribambelle de fraude et d'arbitres truqués ou bien de matchs truqués au niveau de cette Serie A italienne. C'est quand même assez extraordinaire pour ce club mythique du football italien. Dans le groupe A désormais, nous avons Liverpool également qui va suivre Napoli en 8e de finale. Les Liverpooliens se sont imposés 3-0 sur la pelouse de l'Ajax. On rappelle que Mo Salah, oui également, s'est bien amusé. Dans la poule B, oui, nous avons le FC Porto qui a gagné 4-0 face à Bruges, qui était déjà en 8e de finale, donc la tête un peu aux vacances. Ah oui, il y avait ce match de 2 buts partout entre l'Atlético et Leverkusen. Et puis à ce niveau-là, un penalty loupé dans les dernières secondes de l'Atlético et qui met en boule, en rage, Diego Simeone. Diego Simeone et ses hommes ont manqué de baraka la dernière fois. Ils ont été menés 2 fois et ils ont réussi à revenir au score et à un moment donné dominer la partie. Mais ils n'ont pas été réalistes, ils n'ont pas été efficaces devant. Ils ont manqué, on va dire, de concentration pour terminer le dernier geste. Regardez peut-être sur ce penalty de Carrasco repoussé par le goal. Un autre joueur est venu, il prend le ballon de la tête. Ça va bondir sur la transversale. C'est quand même bizarre dans ce match, mais c'était un jour sans pour les Madrilènes. C'était écrit quelque part dans un coin de la Bible qu'ils ne vont pas passer au tour suivant. C'est quel chapitre et quel verset? Je ne sais pas trop, mais c'était écrit quelque part. Atlético 2, Leverkusen 1. Au verset, voilà. Incroyable. Oui, non, vous le dites si bien parce que là, c'est frustrant pour l'équipe de l'Atlético de Madrid qui va rester sûrement sur le carreau avec cette piètre prestation face au Bayer Leverkusen. La poule C désormais. Là aussi, l'information était tombée un peu plus tôt, avant même le match du FC Barcelone face au Bayern. L'Inter qui gagne 4-0 face au Victoria Pilsen. Là, l'Inter, en tout cas, fait tout pour passer devant le Barça et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre pour le club Nerazzurri. On sait très bien que l'adversaire direct, c'est quand même le Football Club Barcelone. Oui. Et sur ces 2 rencontres-là, on a vu l'Inter Milan qui a glané 4 points sur les 6. Ce qui veut dire que le club italien avait pris son avantage sur le Football Club Barcelone. D'un 3-3 au Nou Camp. D'un 3-3 au Nou Camp. Et derrière, on a vu que, en tout cas, le
Barça avait compromis toutes ses chances pour pouvoir se qualifier pour les huitièmes de finale. Et derrière, pour moi, il n'y a pas eu de surprise. Il n'y a pas eu de surprise. Quand vous savez ce que vous devez faire et derrière, vous ne le faites pas, n'accusez personne. Et donc, aujourd'hui, le Football Club Barcelone ne peut s'en prendre qu'à lui-même parce qu'il y avait de la place pour pouvoir faire de bons résultats et ils n'ont pas pu le faire. Des erreurs d'alignement. Et en tout cas, on a encore vu face au Bayern la dernière fois que le Bayern de Munich est devenu, sans nul doute, en tout cas, la plus grosse bête noire pour le club catalan. Parce que ça fait déjà 6 rencontres que le Barça n'a même pu faire un match nul face... 6 rencontres de suite. 6 rencontres de suite n'a pu faire un match nul face au club allemand. C'est inquiétant. Et derrière, il y a eu ce match-là aussi, la victoire de l'Inter Milan qui n'a pas forcément arrangé les choses. Et derrière, le coup psychologique a encore joué. L'élimination est là naturellement. Ce qui est quand même assez curieux du côté du Barça, de Lewandowski, sur les 2 matchs, Lévy n'a jamais trouvé le cadre face aux Bavarois. Comment vous l'expliquez ? C'est quand même bizarre. Lorsqu'on a vu le match aller, on sait qu'il avait beaucoup d'occasions, mais il s'est loupé. La dernière fois également, il s'est loupé. Il y avait même un penalty, une faute sur lui. Après, la VAR a dit non, il n'y avait pas faute, donc il a dû laisser tomber le ballon. Donc, je ne sais pas trop. Il est peut-être mis sous pression. Peut-être avant le match, ses anciens coéquipiers l'ont chambré. Notamment Thomas Müller. Il s'amuse à faire ça souvent. Voilà, et il lui dit qu'on est là. Voilà, donc il est peut-être sous pression. Il n'arrive pas à répéter ce qu'il fait en championnat. Il est arrivé au Barça, il est le meilleur buteur de la compétition en Liga, mais sur ces genres de matchs, sur les 2 confrontations face au Bayern, il n'a jamais réussi à trouver la faille. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais bon, sur le match, on sait que le Bayern est au-dessus et le Barça avait compromis toutes les chances en faisant ce nul contre l'Inter. 3 buts partout, donc on savait que c'était facile pour l'Inter qui jouait le plus petit du groupe, donc c'était déjà fait en attendant de jouer contre le Bayern. On sait qu'on a perdu et voilà, ça a peut-être sapé le moral de tout l'effectif de Xavi. Donc aujourd'hui c'est difficile pour le Barça, mais bon, on va dire que l'équipe continue d'être en reconstruction et que la Liga, peut-être on a le niveau, mais pour le moment le niveau européen, il leur manque quelques détails. Ah oui, il y a 2 classes d'écart entre la Liga et la C1. Le Bayern qui est déjà en 8e avec 15 points sur 15 possibles. Même Mané, on rappelle, Sadio Mané a marqué contre le FC Barcelone au Nou Camp. Et on rappelle également Choupo-Moting. Il est très en forme. Le top modèle du foot allemand. Il est en forme, voilà. L'Inter Milan qui glane 10 points et se qualifie également pour les 8e de finale. Autre match à rebondissement, c'est le match entre Tottenham et le Sporting Lisbonne. Une question de VAR et derrière la fureur d'Antonio Conte. Et puis Francfort qui arrive à mettre un peu sous éteignoir l'Olympique de Marseille battu 2-1. Que comprenez-vous de cette question de VAR là? Harry Kane avec le ballon, pratiquement les Spurs célébraient leur victoire qui leur permettrait d'avoir un pas de plus vers la qualif et derrière la VAR intervient et le match finit au lieu de 2-1, ça fait 1-1. C'est un peu compliqué ce que la VAR continue de nous offrir. On sait très bien que oui, par moment, cette technologie-là arrive à rectifier certaines erreurs, soit arbitrales ou bien des joueurs. Mais on l'a vu également dans le match Atlético Madrid et puis Bayer Leverkusen. Un match qui, on a déjà sifflé la fin et derrière, on revient pour accorder un penalty. Tout ça là, tout cet ascenseur émotionnel que la technologie... Vous ne le comprenez pas. Je ne comprends pas vraiment, mais c'est ça aussi. Vous êtes pour la VAR ou contre? En tout
cas, ça me donne toujours un sentiment mitigé. D'accord. Mais en même temps, je me dis, quand on laisse le football à l'état en tout cas dans son état de nature, quand on voit à vitesse réelle, quand on voit, ou bien quand une action se passe tout de suite là, à vitesse réelle, l'émotion que ça donne et derrière ce que la VAR peut quand même vous faire, c'est compliqué. Maintenant, en tout cas, nous sommes à l'ère du numérique. Ouais. Il va falloir faire avec. Et, en tout cas, ces joueurs-là font déjà avec cette technologie-là. Il faut continuer par grincer les dents ici. Et puis, de l'autre côté, ça donne en tout cas de la joie. C'est tout mitigé, hein, ce sentiment que la VAR continue de donner. Et surtout, Angelo, ce qui est quand même sur cette question de la VAR, je pense qu'on applaudit lorsque c'est dans son avantage. Naturellement. Et on pleure lorsque c'est contre soi. Donc c'est très difficile aujourd'hui de diviser la poire. C'est très difficile de se prononcer sur cette technologie qui vient quand même, dans certaines situations, corriger les erreurs des arbitres. Maintenant, au niveau de la VAR, qui sont là, c'est les humains. Partout où il y a les humains, les erreurs sont toujours là et sont toujours continuelles. Vous pensez que des fois on en fait trop avec les contestations au niveau de la VAR Oui, contestation de la VAR. Oui, mais je pense que souvent personne n'est d'accord quand la VAR tranche et que c'est contre vous. Voilà, donc c'est difficile d'accepter, mais quand c'est dans son avantage, on applaudit. Pour dire tout simplement qu'il serait bien, comme Delal a dit, de laisser le football dans son état de nature, que les arbitres puissent décider, même s'il y a des choses qui peuvent les dépasser, parce que le football aujourd'hui, ça va très vite. Très vite, il faut une fraction de seconde pour prendre des décisions. C'est pas évident pour les humains étant des arbitres. Donc, je pense que c'est très difficile aujourd'hui, mais la technologie ne va rien corriger. On va en rester là, en tout cas en ce qui concerne ces décisions de la VAR, et vous n'êtes pas du tout sortis de l'auberge lors de la prochaine Coupe du Monde, ce qui se prépare. Je ne vous en dis pas plus. On aura le temps, en tout cas lors des plateaux du Mondial, revenir vous expliquer ce qui va se donner, en tout cas en matière de VAR lors du prochain Mondial au Qatar. C'est du lourd, tout simplement. On va parler de Marseille qui termine avec la défaite face à Francfort. Il y avait du bon, mais il y avait également du brouillon. Oui, Marseille a plus tiré que l'adversaire, a même à un moment donné de la partie dominé Francfort, mais cette équipe manque d'expérience et manque d'efficacité devant. Regardez, il y avait beaucoup d'occasions qu'ils ont vendangé. Donc Marseille sur ce match, c'est un peu dans la logique. Ils viennent de perdre 3 matchs de suite en championnat. Ils ont perdu lors du match aller face à Francfort. Donc je pense que c'est un peu dans la logique des choses. Maintenant, lorsque vous regardez le jeu de l'Olympique de Marseille, c'est un jeu flamboyant, on pourrait le dire, avec des jeunes joueurs, mais qui peut-être n'ont pas pour le moment le niveau de cette compétition. Vous savez que Marseille attend une qualification pour le tour suivant depuis 11 ans. Exactement. Mais ils n'y arrivent pas et ils se sont mis en difficulté en concédant encore cette défaite face à Francfort. Donc la dernière journée face à Tottenham, ça va être difficile. Il faudra que Marseille crée l'exploit pour pouvoir passer au deuxième tour. C'est pas évident. Je crois qu'ils ont maintenant le moral sapé. Il va falloir remuer peut-être ciel et terre devant leur public pour passer, mais j'ai envie de dire que Marseille sait s'aborder tout seul. C'est un match plein de suspense qui nous attend la semaine prochaine, puisque dans cette poule, Tottenham a 7 points, tout comme le Sporting Lisbonne. Francfort a le même nombre d'unités, Marseille en a 6. Vous voyez déjà les enjeux. Et du côté de l'Olympique de Marseille, l'OM reçoit l'équipe de Tottenham. Ça va être un match chaud, bouillant du côté du Vélodrome. On rappelle que les qualifiés pour le moment sont le Napoli, le Liverpool, Bruges, Inter Milan, Bayern Munich, Chelsea, Real Madrid, Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain, Benfica, Lisbonne et puis le FC Porto. On rappelle que Messi, la dernière fois, a inscrit un doublé. Ça lui fait désormais 129 buts dans l'histoire de la compétition. Il est à 11 unités du record de Cristiano Ronaldo, qui en a déjà planté 140 dans l'histoire de la compétition. Au niveau des meilleurs buteurs, nous avons Mbappé 6 buts, Salah 6 également, 5 pour Haaland et Lewandowski, 4 pour
pour Lionel Andrés Messi. Dans le classement des meilleurs passeurs de la compétition, Diogo Jota en a 4. 4 passes décisives également pour Joao Cancelo, 3 pour Messi et Kvaratskhelia, votre ami. Et puis 3 également pour Zambo Anguissa, l'international camerounais. On rappelle qu'on a déjà disputé 80 matchs sur 125 disputés disponibles. Et puis 248 buts, une moyenne de 3,1 buts par match. Le FC Séville et le FC Barcelone sont désormais dans le club des jeux d'hier. Et on continue. Quelques écuries déjà au niveau des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Il s'agit de Real Betis ou du Betis, voilà, Séville. On a également Royal Saint-Gilloise et puis Fribourg, le club allemand qui ont déjà, en tout cas tous ces clubs, les 3 pour le moment, sont en huitièmes de finale. On rappelle que Arsenal a concédé sa première défaite de la saison, toute compétition confondue, s'il vous plaît. C'était face au PSV Eindhoven, 2-0. Il y a d'autres matchs qui ont été disputés avec les résultats suivants, avec Rennes qui concède le 3-partout chez Fenerbahçe. Les deux équipes ont 11 points chacune. On attend de voir la dernière journée. L'AS Rome a galéré à gagner face à Helsinki 2-1. Saint-Gilloise gagne face à Malmö 2-0. Manchester United, oui, a gagné 3-0 face au Sheriff Tiraspol avec la titularisation de notre ami Cristiano Ronaldo. Ah oui. Le buteur également. Il est de retour. Il est de retour. Ça doit lui faire plaisir parce que tout ce qu'il a traversé depuis quelques jours, on l'a envoyé au niveau des jeunes pour s'entraîner. Donc, il revient, il est titulaire sur ce match et il participe à la victoire de Manchester United. Je crois que ça doit lui faire un truc dans la tête, ça doit le rassurer. Et l'entraîneur qui sort, qui dit voir Cristiano marquer, c'était génial. Il a travaillé pour l'équipe. Donc, je pense qu'on est en train de revenir un tout petit peu. Vous pensez que le papier du divorce, il est toujours dans le tiroir? Oui. C'est pas déchiré. C'est pas déchiré. Il est toujours là parce que Ronaldo, j'ai envie de dire que le monsieur n'a plus sa tête forcément au niveau de Manchester. D'accord. Parce que ce qu'il a subi la dernière fois, il estime que c'est une humiliation. Donc voilà, vous connaissez le joueur, c'est un compétiteur. Donc il n'est pas responsable de sa situation. Bon, oui, il doit, quel qu'il soit, il doit respecter les règles de l'institution. Absolument. Manchester, c'est une équipe, c'est une grande équipe d'ailleurs, qu'il a d'ailleurs révélée. Absolument. Vous vous souvenez, donc, mais au-delà de ça, Cristiano, vu sa carrière, vu ce qu'il a donné également à son ego. Donc voilà, c'est très difficile de pouvoir trancher, mais il n'est pas au-dessus du club. Ça, il faut le dire. Cristiano Ronaldo, il marque en Ligue des Champions et également buteur en Ligue Europa. C'est un sacré compétiteur. Alors, on parle de Nantes qui a fait un but partout face à Karabag. Les deux équipes, les Canaries ont 6 points, 7 pour Karabag. Attention, les Canaries sont encore en vie pour se qualifier pour la suite de la compétition. Et puis Monaco qui fait un but partout face à Ferencváros. 7 points pour les Monégasques, 10 pour l'équipe de Ferencváros. On attend de voir la dernière journée. Beaucoup de choses vont bouger lors de la 6e et dernière journée de la Ligue Europa. On va toujours en parler dans Plateau Foot Europe. Votre émission se poursuit toujours en direct du studio Messanyami avec Franck Nounyama et de la Nova Ticoun. Tout ceci sous le regard de l'homme à Dovan et de Théoua Javon au niveau de la manette technique. La suite, la deuxième partie. Première Ligue Express News. Nous sommes dans la deuxième partie de votre émission du foot européen. Ça se passe sur Sport FM toujours les lundis et vendredis. On va s'intéresser au 14e chapitre de la Première Ligue anglaise. Et samedi, on aura des matchs intéressants. Leicester City face à Manchester City. Brighton accueille Chelsea. Tottenham sera en déplacement à Bournemouth. Et puis un intéressant, Liverpool-Leeds United. Dimanche, Arsenal, le leader, donne rendez-vous à Nottingham Forest à l'Emirates Stadium. Et puis Manchester United croise la formation de West Ham. On attend de voir ce qu'il va se passer lors de ce 14e chapitre et on en parle lundi avec le résumé des rencontres. Et désormais, on dépose nos baluchons du côté de Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga.
Franck, la Bundesliga avec vous, avec encore la sortie de l'Union Berlin. On va voir ce qui va se passer encore cette fin de semaine. Cette équipe, le leader, comme vous le dites, a match dimanche. Il joue dimanche contre Mönchengladbach. On a envie de dire que c'est un peu prenable pour Union Berlin. Il joue contre un club qui est classé 9e après 11 journées de compétition. Mais attention, Union Berlin a été battu la dernière fois par Bochum. Voilà. Ils ont retenu la leçon. Ils ont retenu la leçon. Je pense qu'ils vont être très concentrés, très sérieux sur ce match face au Borussia Mönchengladbach. Et voilà, le match est attendu le dimanche. Et toujours dimanche, on a ce match entre Schalke, qui est 18e au classement, qui ne va pas bien cette saison, qui va jouer contre Fribourg. Fribourg est dans le top 3 au classement, ce qui veut dire que c'est un match peut-être facile pour Fribourg, mais attention, c'est un déplacement pour Fribourg et ça pourrait être difficile. Et puis l'autre match de dimanche, c'est celui entre Cologne et puis Offenheim, qui essaie de revenir dans le top 5 au classement. Donc voilà, Cologne est 10e, Offenheim 7e. Bon, ça pourrait le faire. On peut peut-être voir les coéquipiers d'Ilas Bebou aller prendre des points. Cette 12e journée commence dès ce soir, comme souvent. Et ce match entre Werder et puis Hertha Berlin. C'est deux clubs qui ont pratiquement le même niveau, 11e et 13e au classement. Ce qui veut dire que oui, ils ont un niveau à peu près similaire. Oui. On verra bien ce qu'il va se passer sur le terrain. Et puis samedi, ce match entre Leipzig et puis Leverkusen. Voici encore un club qui ne va pas bien. 15e après 11 journées de compétition. C'est difficile pour Leverkusen, mais il faut quand même dire que Leipzig également n'est pas totalement dans ses formes, ou bien dans sa forme qu'on lui connaît. 8e également au classement. Le Bayern de Munich va accueillir Mayence, le 2e au classement. Donc, à l'Allianz Arena, avec le public. On peut dire que ça s'annonce peut-être facile. Un festival. Pour, les hommes de Nagelsmann. Qui semblent retrouver leur confiance par rapport à ce qu'il s'est passé il y a quelques semaines. Après, derrière ça, on a Wolfsburg qui joue contre Bochum. Attention, Wolfsburg. Peut-être Bochum s'est réveillé désormais. S'est réveillé, qui sait, c'est la victoire de la dernière fois sur le leader Union Berlin peut constituer le déclic parce que Wolfsburg également ne va pas bien. 14e au classement alors que Bochum est seulement 17e. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu proche. Stuttgart donne, on va dire, son hospitalité à Augsbourg. On aura Francfort, Dortmund. C'est un match qui est très attendu. C'est un match intéressant. Parce que c'est un match qui oppose le 4e Francfort à Dortmund qui est 5e. Ça veut dire que les deux clubs vont vouloir gagner pour se maintenir dans le top 5. Voilà le programme de la 12e journée de la Bundesliga. Franck, on va s'intéresser à Manuel Neuer. C'est une institution au niveau du Bayern et même au niveau du foot allemand. Depuis quelques semaines, ça fait 3 semaines, il est blessé à l'épaule droite. Il a rechuté à l'entraînement jeudi, selon les dernières nouvelles. Doit-on s'inquiéter pour lui à l'approche du mondial qui démarre le 20 novembre ? On doit s'inquiéter parce qu'on se blesse à l'épaule alors que le gardien a besoin de cette articulation pour faire de très belles parades, pour faire ses détentes. Lorsque Manuel Neuer a rechuté, ça pose des questions. À quelques semaines seulement de la Coupe du Monde, vous le savez, il est le titulaire de la Nationalmannschaft, même si Ter Stegen est en train de venir. Le sélectionneur a dit pour le moment, c'est Manuel Neuer. Et après cette Coupe du Monde, on verra s'il faut le remplacer ou pas, ou bien s'il faut qu'il parte. Donc, je pense que l'inquiétude, elle doit s'annoncer. Elle est vraiment là. On s'inquiète. Est-ce qu'il va pouvoir retrouver toutes ses potentialités avant l'ouverture du mondial ? La question reste posée. Maintenant, on est en Europe et la médecine a des moyens pour aller très vite. On a vu le cas de Paul Pogba qui s'est blessé gravement, mais qui est déjà de retour après seulement quelques semaines. Donc, on se dit qu'on va mettre le paquet pour Manuel Neuer, pour qu'il puisse accompagner cette sélection allemande. Il est aussi le capitaine, donc voilà, c'est important. Depuis 2009, 133 matchs avec la Mannschaft. Vous priez pour lui ? Oui, on devait prier pour l'Allemagne avec cette équipe-là qui
En 2018, on connaît les situations dans lesquelles, ou bien les circonstances dans lesquelles cette équipe a été éliminée honteusement. On sait très bien que depuis quelques années déjà, cette équipe allemande, ce n'est plus vraiment ça. Mais Manuel Neuer demeure toujours le numéro 1 comme Nagel, comment on l'appelle, Hansi Flick, voilà, Hansi Flick l'a dit. Et aujourd'hui, quand vous savez que votre numéro 1, votre dernier rempart, celui-là qui même quand il est en méforme, il est capable de vous sortir aussi de grands matchs. Effectivement. N'est pas en odeur de sainteté ou bien n'est pas en état pour pouvoir disputer la Coupe du Monde qui arrive. Ça fait réfléchir et je crois que la médecine allemande va faire tout possible pour pouvoir mettre... Mais faut-il forcer? Est-ce que faut-il forcer? Je ne crois pas. Si le corps... Mais ils feront le nécessaire. Ils feront quand même le nécessaire, mais si le corps ne répond pas vraiment, je pense que le portier du Football Club Barcelone, Marc-André Ter Stegen, va devoir assurer ce rôle-là et je crois avec sa qualité, il peut quand même remplacer valablement Manuel Neuer, même si on sait que ce dernier, c'est quand même un cran au-dessus. C'est un peu la même chose en 2018, à quelques mois de la Coupe du Monde, il s'est blessé aux orteils. On a tout fait pour l'amener au mondial. Bon, on ne va pas dire que c'est à cause de lui que l'Allemagne a été renvoyée à la maison dès le premier tour. C'est une institution, vous l'avez dit, Manuel Neuer, quand il est dans les bois, c'est une confiance pour ses équipiers, ses coéquipiers. Donc, je pense que ça devient un peu récurrent. Et à quelques semaines d'une grande compétition, il a un bobo qu'il faut traiter. Mais j'espère pour lui qu'il va s'en sortir, qu'il sera en forme pour cette grande compétition. Vivement le retour à la compète. Peut-être, pourquoi pas, on peut être surpris de le voir cette fin de semaine contre Mayence. Et voilà, les feux seront désormais verts pour le gardien allemand Manuel Neuer. Dankeschön, Herr Nunyama. On reste toujours en votre compagnie et désormais, on file du côté de... Benvenuto Calcio Italia. Nous sommes dans l'Italie. En Italie, que va-t-il se passer cette fin de semaine? Le calendrier des rencontres avec vous, Seigneur Delanov. La 12e journée de la Serie A démarre demain samedi à 13h avec la réception de Sassuolo, actuel 9e par le leader. D'accord. À tout seigneur, tout honneur, Napoli, premier qui n'a pas encore connu de défaite avec le Géorgien Visha Kvaratskhelia. Ah oui, ça c'est vrai. Et donc à 16h, on aura une intéressante rencontre entre Lecce et puis la Juventus de Turin qui est éliminée de la Ligue européenne des champions, va devoir se concentrer sur la Série A pour pouvoir aller chercher une place européenne pour la saison prochaine afin de sauver avec la saison. Avec les affaires qu'il y a autour de la Juve là, en tout avec cas, quel moral vont-ils jouer? On verra bien si Allegri demeure toujours l'homme de cette situation-là. Très bonne question. En tout cas, il a fait par le passé, essayer de remobiliser sa troupe là et ici et là, c'est aller chercher les résultats sur le terrain. Il n'a pas le choix. Que actuellement, leur moral sont dans les chaussettes. Totalement. À 18h45, l'Inter Milan joue la Sampdoria qui a gagné sa première victoire le week-end dernier et qui a cédé la dernière place à Cremonese. Ça peut servir de boost. Ça peut servir de boost aussi. Dimanche à 11h30, Empoli reçoit l'Atalanta Bergame. D'accord. Le bon dernier à 14h, Cremonese reçoit l'Udinese. Spezia reçoit la Fiorentina et puis à 17h, la Lazio de Rome joue la Salernitana. Un autre match assure aussi, c'est quand même Torino qui va recevoir l'AC Milan, actuel deuxième, qui revient bien aussi avec Brahim Diaz en forme. Avec Brahim Diaz en forme et puis le Belge Decatelere. Voilà. Justement, lundi, le 12e chapitre va se fermer avec deux rencontres. À 17h30, l'Hellas Vérone qui reçoit l'AS Rome de José Mourinho. Et puis l'AC Monza qui va jouer Bologna. On aura le temps lundi d'allumer nos télévisions et de regarder les matchs justement de José Mourinho. Le Special One, il est toujours incorrigible et fidèle à ses principes. Sacré José Mourinho. Pourquoi pas lundi? On pourra même trouver un élément de débat sur José Mourinho parce que on reconnaît que l'attaque de la Roma ne fonctionne pas vraiment dans ce championnat cette saison. Malgré la présence de Temi Abraham. Et de Pellegrini, que sais-je encore. Grazie mille, Delanov. Vous restez toujours avec nous. Oui, je suis là. Et nous continuons. Tout à l'info Ligue 1.
Info Ligue 1. Nous sommes dans l'Hexagone, 13e épisode de la Ligue 1 avec les matchs de samedi. Le Paris Saint-Germain, auréolé de ce récital face au Maccabi Haïfa, va jouer à domicile face à 3. On ne sait pas s'ils vont prendre 3 buts ou moins de ça, on verra. Strasbourg accueille l'Olympique de Marseille en déliquescence. Igor Tudor qui doit trouver les formules nécessaires pour permettre à cette équipe de Marseille d'être dans de bonnes dispositions avant de recevoir Tottenham en Ligue des Champions mardi. On rappelle que Lyon joue à domicile contre Lille. Montpellier va se déplacer chez Rennes pour disputer un match assez intéressant. Et puis on aura également un face-à-face Lorient-Nice, même si les Niçois ces derniers moments, oui, sont un peu portés par Nicolas Pepe qui est en train de retrouver une nouvelle jeunesse du côté des Aiglons. Voilà le calendrier de la Ligue 1 et nous allons terminer le tour des majeurs avec ce majeur. Aquí está la Liga Española. Nous sommes au niveau de la Liga avec l'acte 12, le Real Madrid, toujours intouchable, invaincu depuis le début de saison. Le match a lieu dimanche. Les merengues, dans leur nouveau stade, accueillent Girona. Normalement, ça devrait passer, mon cher Delanov. Justement, ça devait passer face à avec ou Karim Benzema. Avec ou sans Karim Benzema. Oui. Cette équipe est devenue depuis quelques semaines une équipe à battre, une équipe assez solide qui sait ce qu'il faut faire au moment opportun. Amené par Vinicius Junior ou encore Federico Valverde. Oui. Et donc, pour moi, le Real Madrid devait normalement battre Girona, naturellement, mais on connaît la magie du football. Un match de football a toujours été un match de football, ce qui veut dire que les surprises font partie de cela. Oui. En tout cas, attention, après cette défaite en Ligue européenne des champions face au RB Leipzig, il va falloir se remettre vers l'avant. Vous voyez ce Real tomber face à Girona à domicile. Ça peut arriver, pourquoi pas faire un match nul comme Osasuna l'a fait entre-temps. En tout cas, on attend de voir. Cette équipe de Carlo Ancelotti est une équipe assez mûrie, assez mature pour pouvoir aller chercher cette équipe de Girona. Selon la presse espagnole, l'attaquant français ne devrait pas manquer, en tout cas, plus de matchs. Il devrait faire son retour pour la réception de Girona. C'est une bonne nouvelle, hein. Le Ballon d'Or, il doit être en forme pour continuer. Oui, pour continuer, surtout à la veille de la Coupe du Monde, le Ballon d'Or doit capitaliser tout ce qu'on a dit de lui avant qu'il ne remporte ce trophée. C'est un joueur important pour le groupe, pour l'effectif de Carlo Ancelotti. C'est un capitaine courage qui mobilise, on va dire, ses coéquipiers. Donc, mais si blessure il y a, on ne peut rien forcer. On peut le ménager. Le groupe est bon pour aller gagner. C'est vrai, même si la dernière fois, ils ont été battus en Ligue européenne des champions par Leipzig. Oui. C'est un adversaire qui n'a rien à prouver. Girona, il y a 22 points d'écart entre les deux, 31 et puis 9 points. Donc, je pense que ça doit pouvoir marcher pour la Maison Blanche qui devrait prendre encore 3 points. Il est très attendu au niveau du Qatar lors du prochain mondial. Karim Benzema, il a en tout cas une grosse communauté de fans du côté de l'archipel. Et on va parler de Cadix qui accueille à domicile l'Atlético de Madrid également, qui a envie de rapidement retrouver le top 2, pourquoi pas, chipper la deuxième place au Barça. On attend de voir, mais l'Atlético de Madrid est attendu ce samedi chez le club de Cadix. Et l'autre match également à suivre du côté de la Liga pour l'acte 12, Valence qui accueille le FC Barcelone. On l'a dit en long et en large, déjà éliminé de la course à la Ligue européenne des champions la deuxième fois de suite. Ah oui, c'est très très amer, la pilule elle est très très compliquée à avaler. Et justement, on reste en Liga pour le débat de cette émission. Plateau Foot Europe sur Sport FM. La tribune où les spécialistes disent tout haut ce que le public pense tout bas. Alors
Alors, nous sommes dans le débat des spécialistes et on va justement ouvrir nos micros et continuer de parler du Barça avec cette équipe, ce club entraîné aujourd'hui par Xavi Hernandez Creus. Il y a 10 ans, c'était l'une des stars de cette équipe accompagnée de Andrés Iniesta et tous les autres. Aujourd'hui, il est sur le banc de l'équipe. Aujourd'hui, la question qui est là, toute rue, sans détour, Franck, doit-on limoger Xavi après 2 éliminations de suite en phase de groupe de la Ligue des Champions du Barça? Moi, ma réponse tout de suite est non. Je pense que ce ne sera pas la solution. C'est vrai, Xavi devrait remonter cette équipe, devrait redonner, on va dire, la bista qui caractérisait cette équipe avant qu'elle ne plonge, surtout en compétition européenne. C'est pour cela qu'il est revenu à la maison. Vous savez, Xavi est un jeune entraîneur. Il n'a que, je crois, 40 ans ou 42 ans. Donc, il a pris un club qui était en difficulté, qui avait perdu, on va dire, ses repères. Il va falloir reconstruire, il va falloir remettre les choses en place. C'est ce qu'il tente de faire et je pense qu'en Liga, aujourd'hui, il est 2e. Il essaie d'apporter quelque chose, mais sur l'échiquier européen, ça fait la 2e fois que le Barça est renvoyé à la maison juste après la phase de poule et disputer la Ligue Europa. Ce qui ne convient pas par rapport à la tradition de cette équipe, ce qui ne lui convient pas. Mais c'est le football. Regardez, ça ne date pas de Xavi. Depuis 2017 ou bien depuis sa dernière victoire en 2015 en Ligue européenne des champions, le Barça ne réussit plus à franchir, on va dire, totalement, on va dire, les phases décisives. Regardez face à la Roma, regardez face à Liverpool, regardez face au Bayern, face à qui encore, je ne me souviens plus. Donc, c'est une équipe qui doit travailler maintenant pour retrouver le niveau européen. Je pense que quelqu'un comme Xavi, qui a tout gagné avec le Barça, qui a fait 17 ans, qui a fait 767 matchs ou 47 matchs, je pense que c'est quelqu'un à qui on doit laisser le temps. Il n'est arrivé qu'en 2021 et tout ne peut pas se corriger tout de suite. Ça bouge, en tout cas sur la grande plateforme de Fanplay PFE. Il y a Taozano qui vous rejoint, Franck, pour dire simplement que Xavi doit rester. On attend de voir la suite, surtout la décision de Laporta, qui est le nouveau président du Barça. Mais je vais annoncer ces chiffres-là. C'est le pire bilan, en tout cas, d'un entraîneur après 50 matchs sur le banc catalan. Il a fait quoi, Xavi? 28 victoires, 11 matchs nuls, 11 défaites. C'était à l'époque 2001-2002 qu'on peut retrouver cela sous Carles Rexach. Ronald Koeman, qu'on a viré du Barça, a fait 33 matchs, 7 matchs nuls, 10 défaites. Et Valverde, le mal-aimé de la Catalogne, 36 victoires, 11 nuls, 3 défaites seulement. Aujourd'hui, je vous repose la question, doit-on limoger Xavi après les bilans catastrophiques que l'on voit aujourd'hui? C'est vrai que les stats ne parlent pas en sa faveur ou bien ne plaident pas en sa faveur, mais je crois qu'avec ce que Xavi réussit, en tout cas pour le moment, avec le travail qu'il fait, avec vous pensez qu'il réussit quelque chose? Il est en train de redonner en tout cas les fondamentaux du Football Club Barcelone à cet effectif-là. Est-ce que ça suffit aujourd'hui? Ça ne suffit pas encore. Je prends juste le cas de Michael Arteta du côté d'Arsenal. Quand il est arrivé, il n'y a pas eu de résultats, mais on lui a laissé le temps. C'est vrai que les critiques pleuvaient, mais les responsables ont jugé bon de lui laisser un peu de temps. Aujourd'hui, on voit que le travail de Michael Arteta est en train de porter ses fruits. C'est vrai que Xavi, quand il a été annoncé, il a été annoncé en fanfare que c'est quelqu'un qui va faire revenir le club tout de suite. On connaît très bien surtout les supporters. Vous pensez qu'on ne lui a pas donné les moyens? Pourtant, le Barça a dépensé 150 millions d'euros en matière de transfert. Il a quand même les moyens, il a reçu les moyens, en tout cas avec les recrues que Laporta a quand même réussi à lui amener. Oui. Lewandowski, Rafinha, Jules Koundé, on ne va quand même Marcos Alonso et tous les autres là. Aujourd'hui, c'est vrai que le Football Club Barcelone n'a pas réussi à franchir le groupe pour les phases de groupe pour la Ligue européenne des champions. La deuxième année de suite avec Xavi. Avec Xavi. Pour vous, il doit rester. L'année passée, tout était déjà cuit avant
qu'il n'arrive. Oui. Face au Bayern, il ne pouvait. Mais c'est à mettre à son crédit, c'est son nom qui est inscrit sur l'affiche. En tout cas, c'est à mettre à son crédit. Au niveau de l'UEFA. Au niveau de l'UEFA, c'est vrai. Ou bien, Franck, c'est là. Bien sûr. C'est vrai, mais depuis quelques temps, on voit que ce Football Club Barcelone revient peu à peu. Je crois qu'il faut donner un peu de temps à Xavi pour pouvoir faire quelque chose de bien avec ce groupe-là. Le groupe, il est là, mais il manque encore beaucoup de choses à régler sur en tout cas au plan tactique. Oui. Et on l'a vu encore la dernière fois naturellement face au Bayern. Avant de vous poser d'autres questions, il y a Vicente qui, il est quelque part, il vous suit. Il dit que Xavi doit rester encore 1 an. On doit lui mettre la pression. Et puis Zarif qui dit, pour mon avis, je pense que Xavi n'est pas encore prêt pour cette équipe. Les choses ont été trop précipitées pour son arrivée. Il faut faire venir un autre entraîneur et il reviendra plus tard, c'est-à-dire plus fort, les années à venir. Il a peut-être raison s'il dit que les choses ont été un tout petit peu précipitées. Il peut avoir raison parce que quelle est l'expérience de Xavi? Oui. C'est Al-Sadd dans le golf, dans un championnat exotique, qui n'a rien à voir avec le coefficient UEFA. Voilà, donc je pense que sur ce plan, il peut avoir raison parce que Xavi n'a pas forcément, on va dire, cette expérience pour tenir un grand club comme le Barça. Maintenant, c'est un enfant de la maison, je l'ai dit, 17 ans, de 98 à 2015. Il a pu porter cette équipe avec 4 Ligues des Champions, avec tout ce que vous connaissez, 8 titres de champion. Oui. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui devrait réussir parce que on l'avait appelé, il a dit non. Pour le moment, je ne suis pas prêt. Il y avait un à un moment donné, tout à fait. Voilà, un premier appel. Oui. Et il a repoussé et après il est revenu. Moi, je dis, quand il vient maintenant, c'est parce qu'il se sent prêt. D'accord. Il dit le jour où je suis le problème du Barça, je vais partir. Lui-même, il a dit. Donc, je pense que oui, peut-être que les choses ont été précipitées, mais en ce moment précis, je pense que c'est lui qui était peut-être l'homme indiqué pour tenter de redresser le Football Club Barcelone. Avant encore de croiser vos avis, il y a Julien dans l'été qui dit Delanov arrive à dire que Xavi est têtu. En plus, il n'est pas prêt à faire face aux joueurs en face et ce grand club, il n'a pas l'étoffe pour diriger cette équipe du Barça. Le choix des joueurs. Aujourd'hui, on a l'impression que Xavi est beaucoup plus clanique, c'est rien que les Espagnols au détriment de certains joueurs capables de mieux faire. Je prends par exemple le cas de Franck Kessié qui a le coffre de jouer en milieu de terrain, mais on privilégie Gavi ou soit Pedri. Qu'est-ce à dire là-dessus? Pour moi, vous savez, cet aspect, c'est vrai que moi-même, je l'ai dit ici, qu'à un moment donné, Franck Kessié devait mériter beaucoup plus de temps de jeu. Mais je me dis aussi qu'avec ce que Xavi a réussi, surtout la saison passée, avec les quelques joueurs, les joueurs qu'il avait sous la main, et ce qu'il a réussi à faire, ça lui donne envie de continuer dans la même lancée. Je prends l'année passée, il y avait des joueurs comme Gavi qui sortait de nulle part, comme Pedri. C'est vrai que Pedri a déjà fait une saison, mais la saison passée, ce sont ces deux minots-là qui ont entre griffes porté le Football Club Barcelone sous Xavi. Pour vous, il a raison de continuer comme ça? Au moment ou bien du moment où les résultats ne suivent pas, il va falloir changer quelque chose. Et il a essayé de le faire face au Bayern la dernière fois. Oui. Pour moi, c'était déjà trop tard. Même en championnat, on a vu qu'il a mis Ousmane Dembélé et Rafinha sur le banc et le résultat était tout autre face à l'Athletic Bilbao. Il continue pas à essayer de changer les choses. Jusqu'à quand? Pour le moment, les choses ne vont pas comme il aurait voulu. Oui. Pour moi, il faut donner un peu de temps. À ce groupe-là. Au moins un an encore, c'est ça? Au moins un an. J'ai bien peur pour Xavi. Est-ce que Laporta va être patient pour voir son équipe chavirer autant et surtout perdre beaucoup d'argent? Et si cette saison, Xavi n'arrivait pas à rapporter aucun titre pour le Football Club Barcelone, je crois qu'il serait prêt pour partir. Il serait prêt pour partir. Je pense qu'il n'est pas totalement, on va dire, à côté de la plaque. Il a fait 50 matchs, 30 victoires. 9 nuls 28 victoires. 11 nuls et 11 défaites. Voilà, donc il est un peu dans les 60%. C'est le pire bilan. Après, c'est qu'en 4 matchs, Franck. Oui, pire que Ronald Koeman et Valverde. Et tous les autres, oui, on le dit, c'est un jeune entraîneur. Il fait face déjà à quelque chose à la grosse pression. À la grosse pression. Tout le monde ne vient pas entraîner le Football Club Barcelone. Si le board lui a fait signe, si le board l'a fait venir, c'est qu'on pense
qu'il a la main, pour redresser les choses. C'est vrai que les résultats ne suivent pas comme on le veut, mais il va falloir du temps. Parce que tout ce qu'il se passe au Barça aujourd'hui... c'est ce qui va le sauver. C'est ce qui peut le sauver. Parce que nous, ne l'oubliez pas, le Barça a fait un jeu calqué autour de la vision de jeu de Lionel Messi, qui aujourd'hui est parti plusieurs années. Ça aussi, ça compte, ça pèse dans la balance. Il ne faut pas l'occulter. Il ne faut pas l'occulter. Et il a fait venir des joueurs importants. Kessié, vous l'avez dit, qui est un titulaire incontestable du côté du Milan, mais qui ne joue pas pleinement aujourd'hui. Lewandowski, buteur patenté. Voilà, et tous les autres. Mais il ne s'agit pas seulement de faire venir des joueurs. N'est-ce pas? Ils avaient évolué dans un championnat avec d'autres mentalités, avec d'autres visions de jeu. D'autres dispositifs tactiques. Maintenant, il va falloir qu'ils s'intègrent. S'ils ne s'intègrent pas bien, le résultat ne peut pas suivre. Il faut du temps, forcément, pour construire une équipe solide, surtout sur le plan européen, où on voit le Barça qui dandine aujourd'hui, qui balbutie. C'est très important. Il y a toujours des réactions avec Julien Wolfi qui dit dites à Xavi d'arrêter des déclarations d'avant-match. Il y a peu d'arrogance dans son corps. Quelqu'un qui récidive, qui donc dit il y a trop d'arrogance dans le corps ou bien les propos de Xavi. Et puis le Barça doit tout simplement, le Barça veut tout simplement griller ses petits Espagnols. Sinon, Kessié est très loin de ces petits que sont Gavi et Pedri, en tout cas qui sont des futurs grands joueurs. On attend de voir. Alors, il y a une autre question que je voudrais vous adresser, messieurs les spécialistes. C'est la question de l'argent. Aujourd'hui, le Barça, en tout cas, éliminé en Ligue des Champions, et donc ça fait un gros manque à gagner financier dans les caisses du club de Laporta. Lorsque vous atteignez au moins les quarts de finale, vous avez minimum 20 millions d'euros. Et au même moment, la Ligue Europa, quand vous la remportez, vous n'avez que 14 millions d'euros. Il y a problème, Franck. Oui, c'est là où on voit un peu l'écart, on va dire, médiatique, l'écart financier entre les deux compétitions. Et Delanov qui dit que il faut que Xavi gagne la Ligue Europa au moins. Ah oui, mais... c'est mieux que zéro. Comment on le dit pour souvent, sauver la saison. Pour sauver la saison. Ouais. Il y a vous voulez un adage. Citer un adage. Oui, ça m'échappe. Donc, je pense que... Voilà. Hein? Donc aujourd'hui, il n'a plus autre chose qu'à gagner la Ligue Europa, même si c'est une compétition un tout petit peu dévaluée par rapport à la Ligue européenne des champions. C'est vrai. Mais ça reste une compétition. Absolument. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important d'aller chercher quelque chose et ne plus perdre comme on l'a fait face à Francfort la saison dernière. Sinon, ça va accentuer la crise. Aujourd'hui, le Barça n'a autre chose à faire que de s'imposer au niveau de la Ligue Europa. Maintenant, il y a cet écart. Attention. Mais ça reste toujours une compétition européenne. La Ligue Europa, il y a des gros morceaux là-bas. Hein. Il y a Manchester United, Arsenal, le FC Séville, Atlético de Séville, qu'il a gagné à plusieurs reprises. Et donc, on attend de voir. C'est pas n'importe quoi. Et le cas Piqué également est une situation assez délicate du côté du Barça. En tout cas, on a fait le tour concernant cette situation. On attend de voir la suite de la saison des Blaugrana, qu'il en sera avec Xavi Hernandez Creus sur le banc du club catalan. Et on en est arrivé presque à la fin de cette aventure. Delanov, on va saluer quelques gens gentils à vous. Naturellement, tous les amis qui sont sur la plateforme PFE, qui nous envoient des pics tous les jours. C'est de bonne guerre, bon, ça fait partie de la vie. Zarif Champion, Julien Adam l'été, Julien Wolf là-bas, tous ces amis-là, on vous dit bonjour. Jean Amédée, il vous passe également un petit bonjour. Merci à lui. Je salue Sonou Kodjo Marcelin, Ignace Mpati et puis Roland Aziamblé. On pense à Sa Majesté Fifi Assogbabi. Bonjour à toi. Bonjour également. Oui, la Parisienne. Elle doit être contente la dernière fois face au Maccabi Haïfa. On pense également à Elinero qui nous écoute depuis le Sénégal, et précisément à Dakar. Elino Deorkeno. Franck. Oui, on va dire bonjour à tous ceux qui prennent un peu de leur temps pour nous suivre. Bonjour à Esther Kamatari. Bonjour à tous les inconditionnels de cette émission. Excellente semaine. Vous avez oublié tout à l'heure votre adage. Oui. Il y a Vicente qui va vous proposer quelque chose. À défaut du chien, on amène le chat à la chasse. Non, c'est pas ça. À défaut de ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. Voilà, c'est ça. Voilà, vous avez pris le contre-pied de Vicente. Excellent début de week-end. Merci beaucoup, Franck Nounyama. On se dit à très bientôt. Merci Delanov à Tikpo Wood. Mille gratitudes également à Elom Adovan et à Théo à Javon. Bonne santé à toutes et à tous. Rendez-vous lundi sur la radio qui mouille le maillot avec la même flamme de vous servir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.